cette discussion, ce dialogue, en fait, que l'on voulait pour aller un peu plus loin sur cette histoire du réemploi. Je vais utiliser ce terme-là. Je ne sais pas parce qu'il y a plusieurs termes et justement, on se retrouve aussi sur des questions de définition entre found footage, mashup. Donc avec Julien Lamy qui est donc comment je vais dire, bon, cinéaste, on va dire mash-upper, je sais, voilà pour préciser, et Yves-Marie Mahé, cinéaste aussi, mais on va dire found footage. Voilà, donc souvent quand on parle found footage ou on parle mashup, on se demande si mashup est un autre terme pour finalement définir des films qui pourraient être du found footage. Et donc, ce qu'on voulait, c'était justement y voir un peu plus clair. Est-ce que, du coup, voilà, est-ce que ce sont deux termes, mais c'est même type de pratique? Est-ce qu'il y a des différences, qu'elles soient sensibles ou pas, d'ailleurs, quoi. Mais aussi peut-être une question aussi d'histoire. Peut-être parce que moi j'ai envie de penser, en tout cas c'est ce que je pense, mais je ne sais pas si c'est juste que le mashup est une pratique qui découle du found footage, mais peut-être aussi du détournement, mais dans le found footage il y a aussi question de détournement, etc. Et donc voilà, ce sont vraiment deux pratiques, ou on va dire en tout cas une pratique du réemploi qui est hyper excitante, hyper stimulante, énormément de créations qui interrogent toujours le cinéma, que ce soit dans la cinéphilie ou le cinéma dans son langage. Donc voilà, c'est extrêmement riche. Donc je vais vous laisser la parole. Je vous invite aussi, bien sûr, à intervenir à tout moment au cours de la discussion, parce que ce qui est important, c'est que ce soit une discussion et pas juste quelques questions à la fin, s'il nous reste un peu de temps. Donc n'hésitez pas, quand vous souhaitez prendre la parole. Comme c'est enregistré, il faudra attendre le micro pour qu'on ait le son au moment de la captation. D'abord, un grand merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous, jusqu'à Toulouse. Voilà. Et peut-être pour commencer, tout simplement, en fait, ce que je vous propose, c'est peut-être on va commencer par le found footage qui historiquement est plus ancien. Et donc Yves, si tu veux bien nous définir un petit peu ce que serait le found footage ou ce que serait aussi les formes de found footage et comment toi dans ta pratique tu t'inscris dans cette histoire et la même chose pour toi, Julien, aussi, voilà, comment toi tu définirais le mashup et comment aussi toi tu t'inscris dans ta pratique, parce qu'il y a différentes façons. Quand on dit mashup, en fait, il y a des mashups, comme pour le found footage, il y a différentes approches. Voilà. Je rappelle juste qu'il y a aussi Antonio da Silva qui est dans la salle et qui présentera aussi des films tout à l'heure à la séance Mashup Film Festival. Yves, si tu veux bien ouvrir. Oui, oui, c'est vrai que c'est un terme, effectivement, ouais. Moi, je me sens plus souvent proche du terme réemploi, en fait, quoi. Ouais. Mais recyclage, il y a plein de termes, détournement aussi. Moi j'aime bien, par exemple, en fait souvent j'aime bien dire réécriture. Je sais pas si, je sais pas si c'est acceptable, mais parce que quelque part ça peut être que de l'écriture, mais je trouve réécriture parce que du coup c'est aussi de reprendre quelque chose qui a été écrit et de le remalaxer. Bon, pardon, c'était une. Voilà, je sais pas si c'est un usage possible pour parler de toutes ces formes. Pardon, je t'ai coupé. Oui, 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 il y en a beaucoup qui sont des films de réécriture. Enfin, on donne un nouveau sens. Des fois, c'est pas toujours le cas, mais alors j'avais pris des notes, mais bon, déjà le found footage, en fait, c'est quand on fait des films à partir d'images qui ont été filmées par d'autres. C'est vrai que le terme, il concerne, je pense directement et intimement le cinéma expérimental, en fait. Moi, je crois que quand j'ai commencé à faire des images avec des films que j'avais récupérés, filmés par d'autres personnes, je pense que je ne connaissais pas forcément ce terme-là. Et c'est vrai que c'est un cinéma aussi qui relève du cinéma expérimental, mais qui est aussi est
très proche du cinéma documentaire en fait, quoi. Donc ce qui ouvrait en fait, faire des films de found footage, ça te permettait quand même d'être plus diffusé déjà. Il y a beaucoup d'intérêt en fait aussi, c'est de économiquement en fait c'est très intéressant, quoi. Ça fait déjà des frais en moins. Il y avait aussi un souci un peu écologique, quoi. C'est-à-dire que ça concerne plus, quand on dit le recyclage, c'est plus explicite, mais il y a ça, quoi. Arrêter de produire de nouvelles images, s'arrêter, réfléchir à ce qu'on a fait, analyser aussi. Ouais, sinon, oui, c'est vrai que j'ai regardé tout à l'heure sur la. C'est vrai, je sais pas quel est le premier film de found footage ni comment il est apparu dans le cinéma expérimental. Tout à l'heure, j'ai regardé la fiche Wikipédia. Eux, ils datent ça du film de Isidore Izou, qui date peut-être de 51. Mais je suis même certain qu'à l'époque, on appelait ça je crois pas qu'on appelait ça encore du détournement. Il faut attendre Debord un peu plus tard. Enfin, pas beaucoup plus tard, mais un peu. Traité de bave et d'éternité, ouais. pour donner le titre. Oui, ça, le film d'Izou, ouais. D'Izou. Souvent, en tout cas, on dit que le détournement, le film phare du détournement, donc c'est le film de René Viennet, qui date de 73, hein, La dialectique peut-elle casser des briques. Et c'est vrai que quand j'étais, avant de connaître le cinéma expérimental, moi, par exemple, dans ma génération, quand j'étais ado, quoi, dans les années 80, le détournement était largement utilisé sur les chaînes populaires comme Canal+. Il y avait un truc qui s'appelait le grand détournement, mais le zapping aussi en découle en fait, d'une certaine manière aussi. L'œil du cyclone aussi, quoi, qui a énormément influencé beaucoup de gens, quoi. Oui. Donc, c'était quelque chose de très vivant, quoi, et qui continue à l'être, parce que voilà, quoi. Je pense que, en tout cas dans les années 90, il n'y a jamais eu de festival de found footage et le festival de match-up. Je pense qu'il était envisageable qu'à ce moment-là, quoi. Du coup, comment tu définirais, toi, Julien, du coup, le mashup, tu donnerais la même définition qu'Yves Marie, et du coup, c'est quoi? C'est une question de tempo, finalement, par rapport au neuron, ou par rapport à, justement, ce que disait Yves, du coup, il y a un festival, le Mashup Film Festival, il n'y a pas le Found Footage Film Festival. Du coup, voilà, est-ce qu'il y a un moment donné qui fait que la pratique, peut-être, c'est aussi popularisée? Je ne sais pas. En fait, on pourrait dire que on pourrait être tenté en fait de dire que le mashup est le found footage de l'ère numérique. C'est assez tentant parce que en fait, il y a des choses vraiment, des intentions qui sont les mêmes. On parle vraiment de cinéma de pur montage, on parle de cinéma de réemploi. Parce que c'est pareil, tu parlais de historiquement le traité de bave et d'éternité, mais au final des films de pur montage, il y en a eu avant aussi. Hans Richter, 1924, Inflation. Donc en fait, voilà, c'est ça, pareil aussi. Quelle est la différence entre le cinéma, le film de pur montage, donc reprendre des images qui ne sont pas à nous et trouver notre visage dans les images des autres, et ce qui s'est passé dans les années 50, donc le lettrisme en France, et après ce qu'on appelait le found footage dans le cinéma expérimental américain dans les années 60. Donc c'est pareil, historiquement, on ne sait pas vraiment, voilà, pas dès le tout début du cinéma, mais assez vite, on s'est dit qu'on pouvait faire du cinéma sans caméra et en faisant que du montage. Donc en fait, on pourrait vraiment dire que finalement, ce n'est que le found footage de l'ère numérique, et que c'est avec ce qui a changé, en fait, c'est l'outil. Et l'outil, c'est Internet, c'est l'ordinateur. C'est pour ça que quand le Mashup Film Festival, en fait, il a d'abord été créé au Forum des Images par un monsieur qui s'appelle Jean-Yves de Lépinay, qui était le directeur des programmes au Forum des Images à Paris. Et en fait, lui, il aimait définir ça comme l'art du copier-coller, transformé, partagé. C'est comme ça qu'il définissait le mashup. Donc il utilisait des termes qui sont vraiment des termes, vous le comprenez tout de suite, en fait, qui sont des termes assez de l'informatique, quoi. Voilà. Donc en fait, on pourrait se dire que voilà, c'est le found footage de l'ère numérique, mais en fait, moi, je suis intimement persuadé que quand on change l'outil, on change les intentions et on change aussi quand même le résultat. Ce n'est pas l'outil qui fait le créatif. C'est quand Gutenberg a inventé l'imprimerie, il n'a pas multiplié le nombre d'écrivains, mais disons que quand même il se passe quelque chose qui fait que comme on fabrique pas avec les mêmes choses, alors en même temps, tu vas peut-être me dire que maintenant on fait du found footage avec Internet et avec, mais disons qu'à la base quand même, là l'idée c'était de glaner des images sur Internet. Voilà, c'est ça le mashup.
et je pense que le fait d'utiliser Internet, donc Internet et donc les plateformes de ce qu'on appelle les plateformes de partage vidéo, hein, c'est pour ça qu'on appelle l'art du copier-coller, transformer, partager. C'est pas dans le sens partagé parce que tout cinéma se veut partageur, en tout cas dans une certaine mesure, mais l'idée c'est quand même de partager avec les autres. Mais c'est le mot partage, plateforme de partage vidéo. Et donc je pense que YouTube et des plateformes de partage vidéo comme celle-ci sont à la fois de très immenses et vastes cinémathèques, et à la fois elles n'ont pas la même vocation que la cinémathèque dans laquelle on est, nous. Donc en fait, on utilise des images qui ne sont pas... à la base, on utilise des images qui sont... c'est là où j'en viens, et à mon avis, un des points qui peut être différent entre le found footage et le mashup, c'est qu'on en vient à partager le populaire, en fait. On en vient à partager l'hyper médiatique. Et je pense que la grande différence, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas réduire le mashup au found footage de l'ère numérique. Je pense qu'en fait, il est à la fois très redevable du found footage d'un point de vue historique, et il est à la fois son héritier, non, c'est un peu un terme, son descendant plutôt, il est à la fois son descendant historiquement, mais finalement, il est quasiment son antithèse, en fait. Parce que je dis pas que la culture populaire que le mashup a le monopole de la culture populaire, parce que d'ailleurs on a encore vu un dans la programmation qu'on vient de voir, Girardet, donc Phoenix Tapes, il utilise quand même des images. Hitchcock, c'est quand même de la culture, on pourrait dire quand même assez populaire. Voilà. Et donc finalement, il y a des passerelles, bien sûr, mais disons que en mashup, on met la culture pop au centre du processus. C'est à partir d'elle que l'on construit, alors que je pense qu'en found footage, quelquefois c'est le cas, mais c'est pas vraiment la règle. C'est pas une sorte de. Et disons que. Désolé, je finis pas toujours mes phrases, mais finissez-la à ma place des fois quand je. Ouais. Disons, ce que je veux dire, c'est que voilà, on part de la culture populaire, et donc finalement, je crois qu'il y a aussi, d'un point de vue de l'intention, je me trompe peut-être, et tu me diras si je me trompe, vous me direz si je me trompe, mais je pense que dans le mashup, il y a une idée de vouloir tendre la main tout de suite au spectateur, c'est-à-dire de le mettre dans une zone de confort au départ, ce qui n'est pas souvent le cas dans le found footage, c'est-à-dire de travailler avec avec ce qu'il sait, ce qu'il connaît du cinéma, ce qu'il aime en cinéma, et c'est après qu'on va décaler le regard. C'est-à-dire qu'au départ, on va être plutôt dans une logique d'être dans le populaire, dans le connu, et après, on va dévier le regard vers autre chose qui n'est pas le connu. Et je disais antithèse parce que dans le sens où ça va, je suis pas trop long pour le tout début. Et après, on va rentrer dans la discussion. Pour moi, l'idée centrale, même si quand on définit les choses, on schématise bien évidemment, mais l'idée centrale du found footage, c'est de récupérer une matière qui n'est pas hyper médiatique, qui n'est pas connue du grand public, et de l'élever à la connaissance des spectateurs et de faire création avec cette chose-là. Alors que le mashup, il a le mouvement inverse, c'est-à-dire qu'il prend tout en haut, il va vous prendre des choses que tout le monde connaît, des choses qui rentrent obligatoirement dans l'imaginaire collectif, il va vous prendre du Dark Vador, il va vous prendre des choses voilà, que tout le monde connaît, pas obligatoirement que vous appréciez, hein, mais qu'en tout cas que tout le monde connaît parce que c'est hyper médiatique, et il va le faire redescendre de son piédestal pour le ramener à la hauteur du spectacle, dans une sorte d'humanisation de la chose. Donc c'est pour ça que finalement, c'est à la fois son héritier, à la fois son antithèse pour moi, le mashup. Ça prend d'en haut et ça fait redescendre. Alors que disons que le mouvement du found footage, pour moi, il est plus ascensionnel. Voilà. Tu souscris, Yves? Comment tu... Ouais, mais c'est en fait, le found footage, c'est devenu Enfin, on en discutait tout à l'heure. En fait, c'est apparu que la première. Enfin, c'est quelque chose qui a été largement oublié, dont on parle assez rarement, en fait, ce mouvement-là. Et souvent, quand c'est utilisé désormais, en fait, quand on parle de found footage, on parle plutôt de films américains qui utilisent de fausses images. Oui, type Blair Witch. Oui, voilà. Ouais. Mais déjà, il y avait un article d'Art-Press qui parlait déjà de ça il y a 20 ans et qui était sur cet axe-là, quoi. Donc, c'était déjà... Mais c'est... Non, mais c'est dommage parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez... Une forme de radicalité qui me semble avoir disparu, quoi. C'est pas dans la séduction de manière systématique, en fait.
Mais après, oui, je sais, enfin, déjà avec l'ère numérique, en fait, c'est devenu quand même très compliqué de savoir ce qui est expérimental ou pas. Déjà avant, c'était pas, il y a autant de gens que de définitions. Donc, Et du coup, parce que à la base, effectivement, quand on parle de found footage, et enfin ce que tu disais Julien, c'est que en sous-texte, j'ai envie de dire, c'est d'abord c'est le rapport à la pellicule. Dans le sens où c'est peut-être pas tant le film. Ce qu'on disait aussi hier avec Bill Morrison, c'est pas tant le film, c'est-à-dire une histoire qui nous est racontée, qu'en fait que la pellicule, que le film lui-même, la pellicule. Et dans ce cas-là, ce qu'elle peut avoir d'unique, et donc quand on va travailler à la base, il y a quand même de ça dans le found footage. Enfin, il me semble quoi. C'est soit alors chose de physique, oui. Ouais, voilà, vraiment où on travaille. Voilà, il y a quelque chose de véritablement organique par rapport à la pellicule, et qui peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire que c'est peut-être en train de se perdre justement avec l'arrivée du numérique. Il y a toujours des personnes qui travaillent quand même directement sur la pellicule, mais c'est peut-être moins présent aujourd'hui, peut-être dans des pratiques que ce n'était avant l'arrivée du numérique. Est-ce que du coup le numérique il a changé vraiment quelque chose parce qu'il a permis, comme tu disais Julien, vraiment l'éclosion du mash-up, mais avec ce côté populaire que tu soulignais, qui me semble très très juste. Mais du coup, si on est dans on va dire dans une idée que le found footage est peut-être plus radical, par rapport plus radical. Alors, là-dessus, moi, je suis pas complètement sur la radicalité. Parce que toi, tu penses que le mashup, il y a moins de radicalité dans le mashup que dans le found footage? C'est ça? Non, bien sûr. C'était pour savoir ce que tu pensais de radicalité. C'était par rapport aussi au circuit de diffusion, en fait. Oui, c'est-à-dire, comme ça relève plus du cinéma expérimental, on est moins dans la séduction. Et après, alors ça plein de... Je peux trouver le cinéma expérimental ennuyeux, je suis le premier à le dire, mais par contre j'adore les structures du cinéma expérimental, ce rapport qu'il y a entre les gens, que je préfère largement donc au cinéma traditionnel, mais enfin, ces structures de solidarité, avec des gens qui se rencontrent, qui font des choses ensemble, et j'ai l'impression, malheureusement, que le mash-up, c'est à part le festival, c'est souvent des gens qui sont isolés chez eux. C'est très très juste ce que tu dis, Yves-Marie, parce que c'est une des différences, en fait. C'est que finalement, le mash-up se veut plus partageur avec le public, dans le sens où je veux dire qu'il y a des mash-ups qui sont vus par des millions de gens. Il y a quelque chose de l'ordre de l'échange direct qui se fait donc avec le spectateur, puisqu'on passe pas par encore que le cinéma expérimental c'est pareil, il n'y avait pas toujours de producteurs, le distributeur, des choses comme ça, mais disons qu'il y a une sorte de collectivité par rapport au regard du spectateur, mais au niveau des institutions et au niveau du geste créatif, on est beaucoup plus isolé en fait, esselé, et je le regrette aussi. Je trouve que finalement, ouais, tu vois, en cinéma expérimental, il y a des collectifs Jeune Cinéma dont tu fais partie. En mash-up, ce sont des gens isolés qui sont chacun dans leur coin, dans leur petite chambre et devant leur ordinateur et qui font leurs choses. Et c'est quasiment... Et donc justement là-dessus, c'est pour ça que je te posais la question sur la radicalité, c'est que justement c'est encore plus radical, je trouve, moi, pour le coup. Je ne sais pas justement ce que tu entendais par radicalité, parce que pour moi, il y a une vraie radicalité de la solitude dans le mash-up. Moi qui viens du cinéma, alors cinéma de fiction et cinéma expérimental, j'ai fait du found footage également. Il y a quelque chose de l'ordre de... On fait absolument tout seul, même si dans le found footage c'est aussi le cas, mais il y a une vraie solitude, parce qu'il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de, pour l'instant en tout cas, une solitude qui est assez agréable dans un sens aussi, parce qu'on fait ce qu'on veut, quoi. Mais pour moi il y a une radicalité, parce qu'on est vraiment complètement en dehors de toute... toute institutionnalisation des choses, quoi. Voilà. Mais et c'est hyper paradoxal, parce qu'à la fois à la fois c'est une sorte de cinéma expérimental qui est aussi populaire. Donc c'est ça qui est assez
assez paradoxal dans le mash-up en fait. Bah, Et c'est ça qui m'a intéressé moi. Moi, quand je parlais de radicalité, je voulais c'est plus par rapport à au langage cinématographique, j'ai envie de dire. Alors après, voilà, je suis pas spécialiste, j'ai vu beaucoup de mash-up ou de found footage, mais je pense qu'il y a des choses, il y a certainement des choses qui m'ont échappé, mais j'ai l'impression que dans le found footage, il y a une radicalité dans le sens où il y a quelque chose qui est de... Yves, tu me corriges, mais qui est dans la destruction, quelque part un petit peu dans la destruction du langage cinématographique, on va dire, classique, traditionnel, quoi. Et où du coup, c'est... on se retrouve pas spectateur, en fait, on se retrouve pas forcément dans une zone de confort. C'est-à-dire qu'il y a des films qui peuvent être un petit peu agressifs dans leur forme même, qui ont hier par exemple on passait Out of Space de Tcherkassky. Bon, c'est quand même ça tabasse un peu, quoi. Tu vois, il y avait un effet un peu flicker, le son, du coup tu vois, on déstructure. C'est dans ce sens-là où je veux dire, il y a une forme de radicalité où du coup on s'attaque au langage. Au langage, véritablement au langage. Et alors que, mais après c'est pas une opposition, parce que moi les deux, les deux me font triper, et je trouve les deux intéressants parce que c'est des approches voilà légèrement différentes. Et me semble-t-il avec le mash-up, on s'attaque plus en fait à la culture, c'est-à-dire à l'image, à l'icône, le côté iconographique, à la référence, à tout ce qui est qui est un peu de la pop culture, et effectivement qui est tout de suite reconnaissable. On reconnaît. Et en fait, tout l'art, ça va être de jouer avec ça et de transformer et de voilà, plus que de détourner, de dévier en fait, parce qu'on joue sur quelque chose qui est voilà. Et à l'inverse, juste pour terminer, je trouve du coup que et c'est ce qui fait aussi l'efficacité, que le langage cinématographique utilisé dans le mash-up il est beaucoup plus classique. Il est voilà, c'est dans ce sens-là en fait où où je parlais de radicalité, c'est-à-dire que c'est pas agressif, c'est beaucoup plus insidieux. Voilà, je veux dire, c'est plus insidieux, quoi. Où avec le mash-up on amène à interroger l'image, c'est-à-dire vraiment l'iconographie, et on va amener ça de façon plus insidieuse, et que dans le ouais, voilà, et que le found footage, c'est tout de suite en fait, on fait exploser les codes narratifs, et on va jusqu'à faire exploser le support, quoi, le support, la pellicule. Et il me semble même quand on fait même quand c'est à partir de formes numériques, comme par exemple, tout à l'heure, Pauline à la plage, qu'on montrait dans le programme tout à l'heure, le film d'Yves, là c'est un travail que tu as fait de façon numérique, que tu as fait, voilà, tu l'as fait directement sur l'ordinateur, mais quand même, c'est une manière aussi de taquiner, j'ai envie de dire, un petit peu le langage, aussi le langage cinématographique, où il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est comme si ça se passait entre les plans, ou quelque chose comme ça. C'est en ce sens-là en fait que j'entendais la radicalité. Alors moi je voudrais rebondir là-dessus, mais peut-être que Yves-Marie non. Alors juste sur le côté radicalité, tu as raison. Disons que la tendance, c'est ça. Je crois qu'il y a moins une front. C'est moins le retravail, la réappropriation est moins frontale. Elle est plus. Elle joue d'abord avec le spectateur. Elle joue d'abord avec ce que connaît le spectateur, et elle cherche pas à brusquer le spectateur tout de suite. Le mash-up, je dis. Et d'ailleurs, voilà, maintenant, elle existe, cette radicalité, dans différentes sous-familles. Alors, je sais pas si c'est un terme très joli, mais par exemple, ce qu'on appelle le YouTube poop. Je sais pas si vous en avez déjà vu. Alors YouTube poop, si on le traduit littéralement, ça veut dire YouTube caca. Et donc le YouTube caca, le YouTube poop, il y a une radicalité qui est
totale. C'est-à-dire que c'est l'art du monstrueux, l'art du laid, l'art du déconstruit, l'art du... Si vous voulez, ça part dans tous les sens et c'est de la bouillie d'Internet. Et il y a une radicalité très très forte. Mais ça passe justement par des supports qui sont récupérés sur Internet. Et c'est des choses où on se dit, mais d'où ça sort ? Et des fois, de cette sorte de caca, il y a une sorte de fleur qui germe sur le caca, et il y a un sens qui se dégage. J'ai vu des films qui travaillaient sur un côté antimilitariste de la chose, alors qu'au début je voyais pas du tout où ça allait. Donc ça existe en fait. C'est juste des supports, et dans le mash-up, c'est vrai que la partie que l'on connaît le plus, et c'est pour ça que c'est intéressant qu'on puisse en parler, c'est qu'on connaît plus le côté celui qui va vouloir faire rire la blogosphère, enfin voilà, faire rire l'internet, et on connaît beaucoup moins les choses plus expérimentales. Et d'ailleurs, toi, Yves-Marie, enfin, tu me dis, tu travailles pas mal aussi sur le côté la surimpression, des choses qui se, il y a par exemple un mash-up qui s'est fait avec la personne a mis les 6 Star Wars, il les a collés les uns sur les autres, et il en a créé une sorte de spectacle visuel à partir de quelque chose où il a calé les choses. Alors des fois, c'est vrai qu'on joue sur la référence, c'est-à-dire qu'on se dit « Ah tiens, le générique, il est le même du 1er au 6e. Ah tiens, là, ça change. » Mais après, au bout d'un moment, on voit une sorte de tableau expressionniste, impressionniste, surréaliste, je sais pas quoi, iste. Et donc là, on est vraiment dans la radicalité, quoi. Donc en fait, ça existe aussi en mash-up. Il y a différents gestes, mais c'est vrai que tu as raison dans le sens où en mash-up, il existe le geste de l'iconolâtre, comme tu disais, je crois que l'iconolâtre, c'était toi qui l'avais utilisé ce mot, mais en tout cas de l'hommage. Il y a des mash-uppers qui sont purement dans l'hommage, qui ne cherchent pas à faire œuvre, qui sont, alors c'est même pas, ils sont ni radicales ni classiques, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, je me mets au service des cinéastes filmeurs que j'aime, et je vais mettre juste mes talents de monteur à leur service pour faire émerger quelque chose qui me paraît essentiel dans leur travail. Donc il y a des gens qui sont vraiment purement dans l'hommage, qui ne cherchent pas à être dans le exprimer un ego d'artiste ou de quelque chose. Donc on a des choses qui sont assez, oui, et par contre on a des choses qui sont très punk, on a des choses qui sont très anti-système, qui sont très déconstructivistes de je sais pas quoi, qui veulent tout détruire. En mash-up, on a vraiment des choses qui sont très très punk aussi. Mais c'est à partir de la pop culture, mais c'est vrai qu'il y a quand même, on retrouve des nuances comme on retrouve en fan footage, il y a des fan footage qui sont très qui sont mash-up, il y a des mash-up qui sont un peu fan foot. Donc il y a quand même beaucoup de voilà. Et puis je vais m'arrêter là parce que mais il y a de la radicalité hein, quand même. Il y en a. Ouais. Et est-ce que si vous avez des questions, attends le micro s'il te plaît. Oui, c'est une question, une remarque aussi, puisque vous parliez de mouvement ascendant, mouvement descendant. Fan footage, donc moi j'entends le mot trouver, donc quelque chose qui est de la rareté, et mashup je connais pas, mais j'entends quelque chose qui est de l'abondance. Donc sinon, autre question, techniquement, le montage mashup peut être aussi précis qu'un montage ordinaire, non ? Ou je me trompe ? C'est quoi que vous entendez par précis ? Bon, même demain, là, je veux faire un truc mashup, je vais sur Internet, je prends des images, je peux monter avec Final Cut ou tout ce que je veux. Donc, je peux faire un montage, je peux faire du fan footage aussi, non ? Techniquement, il n'y a pas de quelque chose qui les distinguerait, hein, c'est ça ? On est d'accord ou pas ? Enfin, non, a priori, voilà. Ouais. Donc, en fait, là, c'est juste une question de tradition qui serait plus, effectivement, formellement plus radical avec le fan footage, cinéma expérimental et tout. Alors, moi, je pense que c'est pas au niveau de la radicalité, pour moi, la différence. Même si c'est au niveau de la... Parce qu'au final, ça peut l'être plus radical. Oui, voilà. Mais disons que ça travaille plus sur la pop culture au centre. Mais les outils... Peut-être que maintenant on fait du fan footage avec les outils numériques, évidemment. Je ne pense pas que les gens qui font du fan footage le font encore en coupant la pellicule. Enfin, ça existe heureusement encore, mais je pense que maintenant on utilise l'outil informatique, évidemment. Mais disons que c'est surtout les images que l'on recycle en fait, qui sont pas. Et on a en mash-up, il n'y a pas enfin.
on travaille vraiment sur l'hyper iconique en fait, beaucoup. Maintenant, on peut le désiconiser, mais d'ailleurs c'est le cas aussi. Bon, à chaque fois, on va trouver des ponts et des passerelles, hein, mais non, on peut faire. C'est les mêmes outils. Non, c'est des outils de montage. Non, c'est la question de l'abondance sur Internet qui vraiment me fascine et me fait peur en même temps, parce que c'est vrai que dès qu'on commence à chercher des trucs, si on n'a pas une ligne, on se noie totalement, quoi. Disons que peut-être, je ne sais pas hein, si, enfin sur la question finalement de. Il y a quelque chose de rare dans la pellicule qui a plus. En fait, enfin, ce que tu soulignes, c'est la question de la source, en fait, de la source, et que effectivement via Internet aujourd'hui, il y a abondance d'images, de différents types d'images, et que peut-être à l'origine, quand on parle du found footage, c'est de la pellicule retrouvée. Donc en fait, c'est ce qu'on va trouver, et c'est alors que peut-être aujourd'hui. Oui, c'est plus rare. Ouais. Hein, c'est plus rare. Enfin, on parle. Oui, voilà, c'est pour ça. Ouais, là, du coup, il y a quelque chose qui est beaucoup plus rare. C'est que, en fait, finalement, c'est les images que l'on va trouver, et à partir de ces images que l'on trouve, que finalement, il y a quelque chose qui va se créer. Alors peut-être qu'avec, si on prend sur des sources Internet, on a peut-être déjà une idée finalement de ce qu'on va aller chercher. L'accident est peut-être moins présent que, en tout cas sur les pratiques originelles du found footage. Et il y a une chose qui a un peu disparu, mais en fait c'était l'utilisation du film de famille en fait, qui était... Ouais. Alors bon, on trouve forcément des films de famille en numérique, mais en fait jusqu'à une époque, disons, enfin même encore maintenant c'est possible dans certains vide-greniers, mais souvent quand on trouvait une pellicule Super 8, enfin quand on achetait une caméra Super 8 ou une caméra vidéo, il n'était pas rare que la personne vous donne aussi les films qui accompagnaient, en fait, les films qui avaient été filmés par cette caméra qu'ils avaient récupéré. Et on se retrouvait face à un matériel qui était extrêmement touchant et sensible, parce que ça voulait dire soit que des images avaient été volées, soit que les personnes qui avaient filmé étaient décédées, sinon jamais elles auraient donné leur caméra et leur film. Ça voulait dire aussi que du coup ils avaient des rapports conflictuels avec leur famille qui les avait vendus à bas prix. Et donc ça c'est quelque chose qui a disparu. Mais tout à l'heure on parlait d'un film où on a trouvé des images de quelqu'un qui se filme constamment en vidéo. C'est quelque chose qui n'est pas faisable non plus avant. Vie et mort de Oscar Pérez. Ouais, voilà. Qui est un film assez incroyable, quoi, et qui effectivement qui est un film qui est fait à partir d'images que Oscar Pérez a laissées sur les réseaux en fait. Il y a des choses qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui réapparaissent, quoi, ouais. Mais c'est vrai que le mashup, ça s'intéresse peut-être à des sources plus récentes. Oui, aussi. Tout à fait. Moi, je pense que votre remarque sur rareté abondance, elle est très juste. Je pense que ça joue là-dessus, hein, vraiment. Et le côté intimité aussi, je pense que là on touche quelque chose peut-être qui les différencie. C'est vrai que finalement le found footage, dans son acception générale, c'est prendre de l'intime, du privé, et le rendre plus public par la création. Alors que le mashup, c'est l'inverse. C'est prendre de l'hyper public et le rendre intime. C'est-à-dire que moi, je vais faire chanter Dark Vador. Je vais lui faire chanter ses états d'âme. Je vais le rendre plus intime, alors que je prends quelque chose qui est un personnage public, finalement presque. Je voudrais nuancer un peu les différents propos. Le found footage, c'était pas très rare de trouver de la pellicule. C'était très courant. On utilisait de la pellicule en 16 mm qui se produisait par des tonnes. C'était des films éducatifs. Voilà, on utilisait un peu de tout. Films de famille, films documentaires, on volait à droite à gauche. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait vraiment cette opposition entre rareté et abondance. Je pense que c'est vraiment ce qu'on interroge qui fait la différence entre le found footage qu'on pratique et le mashup. C'est-à-dire que le mashup va vraiment interroger le populaire, ce qui peut arriver aussi à des réalisateurs comme Cherkassky, parce qu'il a fait un film à partir du Bon, la Brute et le Truand, qui est absolument
populaire. Mais je pense que c'est vraiment d'un côté le geste et d'un côté aussi le fait d'aller chercher et interroger la pellicule, la matérialité, et ne pas... même quand on travaille sur l'iconique, le travailler d'une façon un peu différente et un peu appuyé sur un geste de transformation complète. Oui, peut-être. Juste un petit mot. Oui, vous avez raison. Hein, vous avez raison. Je pense que de la pellicule, il y en avait. Maintenant, peut-être que les sources, quand même, sur Internet sont tellement infinies. Ça fait peur. Enfin, ça fait peur. Et à la fois, c'est absolument... je pense qu'on trouvait beaucoup de pellicules, en effet. Maintenant... Tout est encore plus possible quand même. Je veux dire, la pellicule, il y avait quand même quelque chose de physique. Il fallait quand même les conserver, ces pellicules. Il fallait les avoir, il fallait y avoir accès. Maintenant, on peut faire du mash-up en allant sur Internet et en récupérant tout et n'importe quoi. Donc je pense qu'il y a quand même un peu de ça. Mais je suis d'accord que peut-être que le centre de la différence, c'est quand même peut-être le travail sur l'iconique et plus que entre rareté et abondance. Voilà. Mais peut-être aussi tout simplement aussi la question de la diffusion, qui est quand même aussi avec les outils, je dirais que les outils numériques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui presque, enfin, je veux dire, n'importe qui peut monter chez lui et partager quasiment aussitôt ce qu'il va faire, quoi. Donc qui est presque j'ai envie de dire presque dans la consommation, quoi, que quand on travaille sur la pellicule, ça va demander beaucoup plus de temps, et puis ça se diffuse pas du tout de la même façon, quoi. Je pense qu'il y a peut-être aussi sur la question rareté abondance, il y a cette question en fait de la diffusion, ce qui est d'ailleurs encore le cas aujourd'hui, finalement, quoi, parce que tu disais, le mash-up, il y en a beaucoup, voilà, sur le net, du cinéma expérimental, ça traîne pas plus que ça sur Internet, quoi. Un peu plus. Il y a eu des plans de numérisation. Le ministère de la Culture a aidé, alors ça remonte peut-être déjà à 10 ans ou 15, a aidé toutes les trois structures expérimentales, françaises et parisiennes d'ailleurs, donc leur a donné un budget pour numériser leurs films et les mettre en ligne. Mais après, il s'est trouvé que la plupart des cinéastes expérimentaux n'ont pas accepté qu'ils pensaient que c'était une trahison de leur œuvre, de les laisser accessible sur Internet, et ils étaient beaucoup à avoir accepté qu'il n'y ait qu'un court extrait de leur film, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sens en fait. Mais justement, toi, tes films, tu acceptes de les mettre en ligne ou justement non? Ah si, c'est complètement. Quand ils n'y sont pas, par exemple, c'est soit que c'est une œuvre de jeunesse ou pas que où il y a des images sexuelles que je caractère sexuel qui devrait rester dans un ordre privé ou je sais pas, montrer à 20 personnes dans une salle, mais pas ou alors par exemple, j'avais fait un film qui s'appelle Familistère, avec des films de famille comme ça que j'avais récupérés. Et donc effectivement, si les gens tombaient dessus, bien sûr, on connaît le droit. Mais sinon moi je le laisse accessible. Mais c'était aussi une question de génération. Les gens qui avaient mon âge, étaient beaucoup plus ouverts en fait de laisser leurs films en accès libre sur Internet que des gens qui étaient plus âgés, quoi. Ça c'est clair. Moi je sais que j'ai fait ce voyage-là, c'est-à-dire qu'au début, mes films, je les protégeais par un code sur Vimeo, quoi. Je mettais un code et je disais non, je les montrerai qu'en festival, voilà. Et puis après, je me suis dit, mais mon but, c'est qu'ils soient vus, les films. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis un code? Donc, j'ai enlevé le code, et maintenant, il n'y a plus de code, et on peut voir les films. Et ça n'empêche pas de vouloir les voir sur grand écran, parce que c'est pas la même chose. Ça n'empêche pas de les voir en collectivité avec vous. C'est pas la même chose que de les voir chez soi. Donc, moi aussi, j'ai ce côté... Je pense qu'Antonio est de mon avis, mais bon, il donnera son avis lui-même, mais cette idée que les images circulent, parce que pour le coup, en plus, nous, on travaille avec des images qui circulent, donc pourquoi ne pas faire circuler les réemplois des images qui circulent? Mais c'est vrai que chez les cinéastes expérimentaux, certains,
il y a ce côté, non, on ne met pas nos films en libre accès sur... voilà. C'est une volonté. Mais du coup, tu l'expliquerais. Du coup, tu l'expliques comment? C'est-à-dire, du coup, c'est pour pas. Ils étaient très attachés. Enfin, les cinéastes les plus âgés, ils étaient très attachés à la pellicule, en fait. Ils étaient très attachés au fait d'être. Assez paradoxalement aussi, parce qu'il y a quand même. Il y avait les moyens de diffusion avaient changé aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des vidéoprojecteurs. On pouvait. Enfin bon, avant, c'est vrai que tu peux aussi utiliser un projecteur 16 dans n'importe quel endroit. Mais très curieusement, des fois j'ai assisté, ils avouaient être cinéastes expérimentaux, ils étaient très attachés au fait d'être programmés dans une salle de cinéma, un truc un peu officiel. Ils étaient certainement en manque de reconnaissance. Mais là, je généralise pas toute une génération, 3-4 cas que j'ai rencontrés. Mais après, du coup, ça rejoint. Il y a la question des droits d'auteur aussi quand même. Parce que j'ai l'impression que malheureusement, le mash-up est plus éphémère parce qu'il est sur Internet, qu'au bout d'un moment, si tu utilises des musiques ou des films dont tu n'as pas les autorisations, tu peux disparaître. Moi, j'ai plusieurs comptes Vimeo qui sont clos. Enfin, j'ai 5 comptes Vimeo qui sont régulièrement fermés en fait pour des problèmes de droits d'auteur. Après, je payerais si je pouvais, mais je ne peux pas. Puis des fois, quand c'est des films pour dire du mal d'un truc, donc tu utilises des images, tu n'as pas non plus envie de leur donner de l'argent, quoi. Mais donc oui. Comment du coup, sur cette question des droits, parce que c'est en fait c'est une question importante et j'ai envie de dire à deux niveaux, quoi. C'est comme s'il y avait deux détentes. La première, c'est les images que l'on va utiliser. Comment on fait vis-à-vis des ayants droit et si on part de l'idée que c'est une réappropriation, par exemple, du coup, est-ce que l'œuvre qui en découle demande aussi, de fait, devient une propriété intellectuelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par exemple, chacun vos films, vous estimez que du coup, il y a des droits, que vous êtes les ayants droit de vos films, mais en même temps, c'est des films que vous avez pu faire à partir d'images dont vous n'aviez pas les droits. Est-ce que c'est des choses qui sont négociées à un moment donné ou pas du tout parce que c'est trop compliqué ou simplement parce que c'est pas envisageable aussi d'un point de vue éthique, ou politique, j'ai envie de dire, comment on se positionne par rapport à ça et comment on compose avec justement avec les ayants droit. Je sais que le Mashup Film Festival a organisé justement, il y avait une table ronde justement par rapport à ça, à la SCAM. Oui, j'étais venu, j'avais assisté. Alors, en tout cas, pour ce qui concerne le cinéma expérimental, comme ça concerne trop peu de gens, et que les films ne sont pas forcément diffusés sur Internet, il n'y a jamais eu de problème. À part un cinéaste qui s'appelle Pierre Merechkovski, qui a eu un problème, mais pas pour des images, parce qu'il siffle à l'international. Et donc la SACEM lui a demandé une blinde. Ah oui, pour l'international. Et ils ont gagné, parce que la SACEM gagne toujours. Mais c'est les plus durs, la SACEM. Oui. Les autres à côté, il y a moyen de s'arranger, mais il y a moyen de discuter. La SACEM, mais sinon, donc tu connais mieux le sujet, quoi. Oui, vaste sujet, les droits d'auteur. En fait, pour moi, il y a deux volets dans le droit d'auteur. Il y a le droit moral et le droit patrimonial. Voilà. Le droit moral, si vous voulez, moi j'utiliserai des images de famille. Il est bien évident que je demanderai l'autorisation à la famille ou aux descendants de la famille pour utiliser ces images. Ça me paraît une évidence éthique. Et moi, c'est ce que je faisais avant, d'ailleurs. Je travaillais les images de famille. Récupérer des images de Walt Disney sans lui demander son autorisation, moi, ça ne me pose pas de souci. Voilà. Alors, j'ai peut-être tort, mais en tout cas, je ne considère pas que Walt Disney crève la faim. Je ne pense pas que ça soit... je ne sais pas si je devrais le dire d'ailleurs comme ça. Disons que oui, il y a cette idée un peu... Comment dire, un peu que c'est des images qui nous appartiennent à tous maintenant, en fait, presque ces images-là. Et donc nous, on aimerait en fait être dans le registre, parce que vous savez que le droit d'auteur, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le droit d'auteur, en fait, le droit à la courte citation existe dans tous les supports, d'un point de vue vraiment écrit dans la loi, sauf en audiovisuel. Là, c'est de la jurisprudence, mais en littérature, quand on écrit un livre,
on peut citer un auteur sans avoir besoin de lui, en début de livre, ou sans avoir besoin de lui demander son autorisation. En cinéma, ça n'existe pas. Ça existe dans la jurisprudence, mais voilà. Et il existe des exceptions à ce droit à la courte citation, qui sont des exceptions soit éducatives, donc soit parodiques, soit. Et nous, en fait, on se place d'un point de vue moral dans cette exception de la parodie. Voilà. C'est-à-dire qu'on dit qu'à partir du moment où on fait. D'ailleurs, aux États-Unis, là, pour le coup, ils ont un droit qui est un peu plus, qui est plus souple, qui me paraît plus adaptatif, plus moderne, plus juste, pour ce point-là en tout cas, qui est que c'est le fair use, donc c'est l'utilisation. En fait, on ne juge. Alors bien sûr, c'est très difficile de juger l'intention, mais en tout cas, on essaye, le législateur, essaye de juger l'intention qui est derrière le réemploi. Et pas. Donc à partir du moment où, aux États-Unis, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mash-up politiques. C'est pour ça qu'on va voir des Barack Obama qui vont chanter. On va voir beaucoup de choses comme ça parce que le fair use l'accepte ça. À partir du moment où on est dans la parodie politique, on peut récupérer des images sans avoir besoin de demander les autorisations. En France, c'est un peu moins évident, mais nous, on se place là-dessus et nous, on aimerait donc être dans ce registre-là. On aimerait qu'il n'y ait pas de demande de... Alors là, on se place d'un point de vue patrimonial, parce que là, pour le coup, nous, mash-uppers, nous ne gagnons pas notre vie avec notre travail. Hein. On est complètement... On ne peut pas gagner notre vie, puisque voilà, nous n'avons pas... Ces films sont complètement illégaux. Ils n'existent que dans un cadre de festival où il n'y a pas une idée de commercialisation des choses. Et qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus, je me suis complètement perdu. C'était par rapport à ce droit patrimonial. Nous, on voudrait en fait, parce que qui se fait de l'argent avec le mash-up ? C'est ni les ayants droit, puisqu'on ne peut pas les payer, ni les mash-uppers, puisqu'on n'est pas payé pour les faire. C'est les plateformes de partage. Donc nous, ce que l'on aimerait, c'est que si rétribution il y a pour tout le monde, et ce qu'on souhaite, c'est que ce soit à partir d'un pourcentage d'une taxe qui serait fait sur ces grands... Parce que finalement, l'argent, c'est la publicité, tout ça. Finalement, le mash-up, à qui, d'un point de vue argent, à qui il bénéficie, c'est vraiment à YouTube ou ces choses-là. Parce que pour le coup, ces vidéos qui sont vues des millions de fois, ça leur permet qu'ils ont des gens... Voilà, et qu'ils puissent faire de la publicité et tout ça. Donc nous, ce qu'on aimerait, c'est que c'est pas à la source, parce qu'on n'a pas l'argent. C'est un cinéma povera. Hein. Pour le coup, là, il y a un vrai point commun entre le found footage, qui est souvent quand même un cinéma povera, et le mash-up. Ce sont deux cinémas povera qui se font avec très peu d'argent. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est qu'il n'y ait pas de pont. On ne nous demande pas, nous, de l'argent qu'on n'a pas, qu'on nous laisse créer de la richesse, et à partir de cette richesse que l'on crée, à partir de ces œuvres, qu'il y ait une redistribution et qui se fasse à partir des plateformes, des distributeurs qui sont les plateformes de vidéos. Et à partir de là, on pourrait faire quelque chose. Mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Hein. Moi, des fois, je dis que mes films sont illégaux, mais que mon public, dans 10 ans, ils seront légaux. Je veux dire, voilà, moi, mes spectateurs, c'est des spectateurs dans 2050. Parce que là, c'est sûr que ça sera changé. Parce que le législateur, il va être obligé un législateur, il s'adapte au créatif. Il légifère à partir du moment où il y a... Et comme tu disais, Yves-Marie, dans un point de vue expérimental, il y a moins ce côté... Malheureusement, le législateur va être moins... Et à la fois, finalement, il vous laisse plus tranquille. Et à la fois, finalement, parce que finalement, c'est pas partagé par des millions de personnes sur YouTube. Mais là, quand c'est partagé par des millions de personnes, il va bien falloir que le législateur s'occupe de cette nouvelle pratique culturelle. Et c'est la fameuse jurisprudence Gangnam Style, où des producteurs d'une K-pop lambda, qui n'était pas la meilleure de l'année, au début ont voulu faire des procès aux mash-uppers parce qu'ils ont commencé à enlever la femme pour le remplacer par un cheval, voilà, ils ont commencé à mash-upper ce clip de pop coréenne. Et au début, ils ont voulu faire des procès. Ils ont dit mais non, mais tu touches pas à mon œuvre. C'est quoi cette histoire ? Tu n'as pas le droit de faire ça. Je vais te faire des procès. Et ils ont vu les vues monter. Ils ont vu que leur clip était de plus en plus. Et c'est la vidéo qui a atteint la première fois le milliard de vues dans l'histoire de l'audiovisuel, du cinéma, enfin pas du cinéma, dans l'histoire de l'audiovisuel. Et ils se sont rendus compte que c'était à leur avantage, que finalement, grâce aux mash-uppers, leur clip original même était beaucoup plus vu, et donc ils ont laissé faire, ils ont eu cette intelligence là, même ne serait-ce que commerciale, de laisser faire, et à partir de là, on se dit que
que la législation va aussi évoluer. Et il y a des choses comme ça. Hein. Il y a le rapport Lescure qui était en ce sens, qui a voulu qu'il y ait une droit de la courte citation dans les œuvres transformatives. Il y a la Cour européenne de justice, où il y a le parti pirate allemand qui a proposé de faire quelque chose vis-à-vis de ça. Et pour l'instant, ce n'est pas suivi de fait. Ça veut dire que pour l'instant, le droit n'a pas encore évolué, mais ça bouillonne et ça va évoluer. Et nous, ce qu'on veut, c'est que ça évolue. Nous, on veut que tout soit fait on veut qu'il y ait une nouvelle législation qui permette de pouvoir faire tout ça. On ne veut pas justement que les choses se fassent mal dans un coin et mal... voilà, justement, on voudrait qu'il y ait une évolution du droit d'auteur pour que tout le monde puisse être protégé et être protégé dans le cadre qui est le cadre aujourd'hui de l'ère numérique. Voilà. Du coup, on est... Ah, pardon. Vous m'entendez? Oui. Oui. Juste pour faire écho à ce qui a été dit avant, mais ça fait écho à ce qui vient d'être dit. Moi, pour avoir vu une fois le festival de Julien, pour connaître ses films, en faire moi-même, il me semble aussi que dans le mashup, il y a peut-être une autre différence par rapport au found footage, c'est qu'il y a un acte politique dedans. Il y a idéologique presque, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en droite lignée avec Andy Warhol et avec ses soupes. C'est quelque chose qui dit on a un trop-plein d'images, on a un trop-plein de consumérisme, et je vais vous le montrer en l'exacerbant. Et c'est vraiment ça, c'est une idée politique, idéologique, alors que le found footage est plus artistique, il va exprimer plein de choses différentes. Mais dans le mashup, il y a ce point commun, il me semble, et qu'on retrouve dans tes films, Julien. Tu utilises beaucoup Mickey, par exemple, c'est une icône, quoi. Et en le mettant, en le transformant, en le montrant, quoi. Et voilà, il me semble que ça apporte peut-être quelque chose à la définition du mashup. Alors, je ne serais pas totalement d'accord. Parce que pour faire connaître son travail, utiliser les GAFA, je ne pense pas que ce soit si politique que ça. Je pense que, par contre, relever du cinéma expérimental, même si ce n'est même pas que les films ne soient pas explicitement politiques, mais diffuser dans des réseaux vraiment alternatifs, qui proposent vraiment un cinéma différent, ça me paraît vraiment être politique, quoi. Je ne dis pas que ça l'est pas, le found footage. Hein, c'est deux façons de faire de la politique pour moi, c'est tout. Oui, c'est ça. Et même quelque part, le mashup est le résultat de l'ultra-consumérisme et de la société de l'image dans laquelle on est. C'est presque, est-ce que c'est à la base, est-ce que c'est la conséquence? Et il y a une sorte de truc un peu ambigu, quoi. Le mashup entre dans le système pour essayer de le critiquer, alors que le found footage veut, hors système, ne pas rentrer dans le système. Voilà. Pour moi, c'est un peu cet ordre-là. Oui, c'est ça. Voilà. Mais il y a un acte, il y a des found footage très politiques. Mais je pense que c'est ce que tu voulais dire en fait. Mais je pense que c'est plus une stratégie. C'est même pas une stratégie. Enfin, je sais pas si c'est une stratégie, mais oui, c'est deux façons de l'envisager. Cette chose. Du coup, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Ou s'il y a d'autres questions, parce qu'en fait, on va arriver. C'est déjà 6 heures en fait. On va arriver à la fin. Non, par rapport à la question des droits. Donc non, c'est très intéressant tout ce que tu racontes, mais je peux pas m'empêcher en fait de penser à Guy Debord. Quand même, si je me rappelle bien, dans la Société du spectacle, il dit bien qu'il utilise des images, des films, qu'il n'a pas demandé l'autorisation et que jamais il ne la demandera, quoi. C'est qu'il y a presque quelque chose. Il y a une pratique. Alors après, ça lui appartient. Hein, c'est aussi toute une pratique. Voilà, c'est le situationnisme. Mais il y a quand même cette idée de là pour le coup qui est pas tant, j'ai envie de dire, de la réappropriation que presque de l'expropriation. Il y a un côté vraiment, oui, anarchiste, quoi, où c'est on commet pas un braquage, on fait une expropriation et pour financer la lutte. Et justement pour rebondir sur le côté politique, et du coup là on est un peu plus dans la l'égalité, ou je ne sais pas, par rapport à Debord par exemple, comment vous tous les deux et enfin vous-même comment vous situez, si je puis dire. Je pense que de toute façon, c'est vraiment enfin moi ce dont je me suis plus proche dans je sais pas, dans les sous-genres ou les genres ce qu'on appelle le found footage, c'est clairement le détournement. Donc je pense que c'est effectivement le gros point commun avec le mashup, quoi. Mais j'ai même l'impression que quand s'est créé le festival mashup, du coup, on est passé directement du détournement au mashup
en faisant l'impasse des fois sur le found footage, historiquement, sur l'importance. Ouais, nous, au Mashup Festival, puisqu'il y a un seul festival qui s'occupe de Mashup, c'est vrai qu'on se focalise sur le Mashup, mais on aime la dialectique, peut-être casser des briques, on l'a programmé l'année dernière, donc c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Et le détournement, en fait, je crois que c'est des combats de théoriciens, j'en sais rien, parce que justement, j'ai toujours jamais su. Moi, je mettrais des intentions détourneuses qui existent dans le mashup, dans certains cinéphiles mashup, et des intentions détourneuses qui existent dans certaines cinéphilies fan footage. Pour moi, mais c'est parce que c'est ma cam, en même temps je vends ma cam, pour moi le détournement, c'est pas alors que j'ai l'impression que les historiens, eux, c'est un genre en soi, le détournement, alors que pour moi, c'est une intention qui peut se conjuguer selon les... Donc si vous voulez, pour moi, le détournement, il peut être dans les deux. Alors que j'ai l'impression que finalement, beaucoup d'historiens de cinéma disent qu'il y a détournement, fan footage, alors que pour moi, il y a des fan footage détourneurs, il y a des mashup détourneurs. Ouais. Tu sais, c'est toujours pareil en fait. On a besoin de catégories pour comprendre les choses, de différents tiroirs pour finalement arriver à la conclusion que tout est poreux et qu'il n'y a jamais quelque chose de pur. Tout fait partie de l'un de l'autre. Les lignes changent, peuvent toujours bouger. Mais on a besoin en fait d'avoir à peu près un cadre pour pouvoir bouger dans ce cadre, sachant que chaque film aussi est unique. Quand même il est dans un genre, il parle aussi d'un autre genre ou une différente approche. Mais oui, mais tu as raison, tu as sûrement raison. Est-ce que y a une dernière question, peut-être, parce que comme on va enchaîner dans une demi-heure, donc si on veut faire une petite pause, mais je vous laisser la parole quand même avant. S'il n'y a pas, je vais... Donc... Moi, j'aurais une question pour le public. Oui, bien sûr. Oui. Vas-y. Est-ce que vous avez déjà vu du mash-up en dehors de la partie émergée très connue de l'iceberg, qui est la petite blagounette sur Internet? Est-ce que vous en avez vu? Oui. Attendez, on va vous passer le micro. Non, mais on a besoin pour enregistrer. Oui, bah c'est toujours dans l'idée de la blagounette, mais de la grande blagounette. Moi, ce que je connais et qui m'a très intéressé, c'était la classe américaine. Donc, pour moi, c'est vraiment c'est la quintessence du genre, peut-être. Enfin, de ce que j'en connais, hein. Après, je n'ai pas la perspective historique. Mais dans le sens où c'est incroyable, parce qu'il y a je ne sais pas combien de films il y a dedans, mais il n'y a que des films d'un certain genre, d'une certaine époque. Donc, il y a une continuité. Il y a un univers, il y a le respect des doubleurs, parce que c'est les doubleurs des films originaux qui sont pris, et donc il y a un professionnalisme, et donc il y a un scénario, etc. Donc il y a une vraie maîtrise, et je trouve que pour moi, c'est l'emblème vraiment du genre, quoi. Mais alors, peut-être... Non, ouais, si je peux me permettre, parce que tu vas me corriger et tu rajouteras. Je pense qu'il y a une dimension quand même qui est importante, parce que la classe américaine, c'est un film hyper important, mais si je puis dire, c'est qu'un film de montage et on va jouer ensuite sur le doublage. Le mash-up, en tout cas moi des films de mash-up que j'ai pu voir, il y a cette dimension-là, bien sûr, mais en fait ça va bien au-delà, parce que il y a aussi la transformation vraiment, enfin dans l'image. C'est pas juste. Enfin, on le verra tout à l'heure avec les films, avec les films d'Antonio aussi, le Hell's Club. Enfin, c'est vraiment très étourdissant, quoi, parce que c'est pas juste des plans de différents films qui sont montés ensemble pour raconter une histoire. C'est que je sais pas, ce sont des personnages dans des plans de films qui sont mariés ensemble dans un nouveau plan, quoi, véritablement. Donc il y a une vraie transformation. Il y a une vraie transformation. Voilà, ça va au-delà de la simple utilisation de plans de films. Je sais pas si je suis très clair. Je crois que je ne suis pas, mais vous verrez tout à l'heure, en fait, en voyant les films, vous comprendrez. Peut-être tu peux préciser.
En fait, oui, moi je dirais, tu disais la quintessence. Pardon, je me suis permis de te tutoyer. Vous dites, ouais, pas de souci. Tu disais la quintessence. Moi, je dirais plutôt une porte d'entrée. Et c'est souvent la porte d'entrée. Souvent, je dis aux gens, vous connaissez le mashup? Ils disent non. Tu connais la classe américaine? Oui. C'est souvent quelque chose. Voilà, ça c'est connu. Maintenant, la classe américaine, ça a 30 ans. Moi, j'aime beaucoup la classe américaine. C'est quelque chose que je trouve qu'il y a un côté anard, punk. Derrière le côté blague en dessous de la ceinture, il y a quelque chose qui se dit d'assez fort. Mais maintenant, d'un point de vue purement mise en, c'est ce que tu parlais, purement mise en scène, on fait beaucoup d'autres choses. Hein. Là, c'est vrai que ça travaille sur le côté détournement, donc les voix, le doublage. Mais maintenant, on a des outils graphiques qui permettent de faire bien autre chose. La classe américaine, pour moi, c'est un proto-mashup parce que c'est avant. Ça a été fait avec des cassettes bêta, ça a été fait avant Internet. Et maintenant, je vous invite à voir ce qui se fait aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a encore un décalage dans la connaissance qu'ont les gens de ce que c'est le mashup, et on ne connaît pas la création contemporaine. Pas encore beaucoup. Après, la classe américaine, que j'adore aussi. Hein. Si jamais on s'amusait à mettre des effets numériques par-dessus l'image, ça fonctionnerait plus en fait. C'est ça aussi. Ah non, ça marcherait pas. Mais c'est pour ça que je pense que c'est différent quoi en fait. C'est pas sa raison d'être complètement. Ouais. Ah non, mais il a un vrai sens dans ce qu'il est. Donc comment il est. C'est juste que. Ouais, non, c'est juste que c'est quelque chose que voilà, on connaît la classe américaine. Certains connaissent Mozinor. Voilà. Moi, je me suis amusé un moment à faire la sainte trinité du mashup. C'était Godard, Marker, Zanevicius. Voilà. Parce que Godard fait du mashup. Hein. Godard, aujourd'hui, c'est du mashup. Et à la fois, c'est un peu exagéré. Et à la fois, c'est... Voilà. Zanevicius, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, par rapport à l'Elia Tigresse, Woody Allen dans les années 60, qui est du détournement, après la dialectique peut-être casser des briques, il a ramené quand même... Déjà, la dialectique, il a commencé à amener vers le côté populaire puisqu'il a utilisé des images d'un film de kung-fu. Encore que non, ce film de kung-fu n'était pas très connu en Occident. Mais en tout cas, il l'a utilisé dans un... Il n'était pas encore dans le côté référence culture pop. Et Zanevicius l'a amené la référence culture pop. Voilà. Mais maintenant, c'est vrai qu'on fait plein d'autres choses. Voilà. Zanevicius, enfin la classe américaine, c'est un élément, c'est un parmi tant de propositions différentes qui existent en mashup. Ouais, je dirais juste que c'est vrai que pour la plupart des gens, et moi compris, passer l'aspect humoristique, c'est vrai que je connais peu quoi. Voilà, et c'est ça que je voudrais que vous connaissiez, les autres aspects, pas que l'aspect humoristique. Du coup, j'aimerais vous le faire découvrir en tout cas. Du coup, voilà, moi ce que je propose, c'est que là, on en reste là, qu'on fasse une pause. On revient, là, c'est pour 18h30, donc pour la séance collective Jeune Cinéma. Donc là, c'est une séance de found footage donc qui est programmée par le collectif. C'est aussi dans le cadre... des choses très variées, ouais, du coup, on peut voir tous les... Ouais, voilà, différentes facettes en fait de found footage. Donc ça nous permettra d'aller plus loin, enfin en tout cas de voir de nos propres yeux et d'entendre voilà, ce qu'on a pu évoquer là. Et puis ensuite à 20h30, du coup on aura donc une autre séance, et là ce sera du mashup, voilà, séance programmée par du coup Julien et Antonio. Je vous remercie tous les deux. C'était un peu bref, hein, je pense que mais je crois qu'on a un petit peu quand même un petit peu dégrossi, et puis on se retrouve tout de suite, tout à l'heure.